Bonsoir à tous, bienvenue dans les 19h de 2OF TV. Voici les titres de ce jour. Remise des diplômes à une trentaine d'étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme ce samedi 14 septembre à Abidjan. Ce sont des diplômes de licence et master qui ont été délivrés en présence de plusieurs personnalités du monde architectural. Une nouvelle infrastructure pour améliorer la décongestion du trafic sur les routes abidjanaises. Ce lundi 16 septembre, le Premier ministre ivoirien, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux. Et nous ferons un focus sur la commercialisation du riz local à Abidjan. Pour les commerçants de ce produit, c'est le combat au quotidien pour imposer une variété pas très consommée par les Ivoiriens. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Merci encore de nous suivre. À la une de l'actualité, toujours cette remise de diplôme aux étudiants en licence, aux étudiants de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, EAMO, qui s'est déroulée ce samedi 14 septembre à Abidjan. 30 étudiants parmi les plus méritants ont reçu leur parchemin en licence et en master. L'EAMO est une institution inter-État d'enseignement supérieur et de recherche fondée par une résolution du sommet des chefs d'État de l'organisation commune africaine et malgache OCAM en 1975 à la suite d'une étude de l'UNESCO sur la nécessité de la mise en place d'un cadre de formation en architecture et en urbanisme au bénéfice des États africains. Et ce programme du ministère des enseignements secondaires du Niger pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le pays. L'initiative qui va donc permettre une évaluation nationale des performances réelles des enseignants est soutenue par le programme Apprendre de l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec France Éducation Internationale, la CIEP. L'évaluation en elle-même est prévue pour le mois de janvier 2020. Au programme de nos œuvres maison, nous vous proposons de suivre cet élément d'Emmanuel Djidji. Elle recevait M. Mamadou Barry dans son émission Histoire d'une réussite entrepreneuriale. Suivez. Le début n'est jamais facile et vous, papa, on sait que vous n'êtes pas allé à l'école, mais malgré cela, vous avez choisi la bonne voie plutôt que de suivre la voie de la facilité. Et on aimerait savoir, vous exercez dans ce domaine depuis combien d'années précisément? Ah, vraiment, c'est beaucoup d'années. Parce que depuis que j'ai commencé ce métier, je suis dessus. Je n'ai jamais fait autre chose. Et ce métier, je continue jusqu'à présent. Ça fait beaucoup d'années. Mais précisément combien d'années? 20 ans, 30 ans, 19 ans, je ne sais pas. En 85, en 2019, je pense que ça vaut 30 ans quelques. D'accord. Bon, je me suis dessus, mais ça m'a apporté beaucoup d'avantages. C'est sur ce métier qui m'a donné la chance. Bon, j'ai épousé ma première femme. Bon, c'est avec cette moyen que vraiment, ça m'a donné beaucoup d'avantages. Bon, j'ai construit aussi, c'est nous. Bon, mais papa, oui. Pourquoi précisément avoir choisi ce métier-là, ce commerce à la vente des tenues scolaires? Il y a plusieurs métiers, voilà, garagistes et autres, mais pourquoi avoir choisi ce métier? Le métier m'appelait beaucoup. Cette métier, quand je me suis venu, j'ai trouvé mon grand frère, il m'a dit que notre oncle, c'est ce travail qu'il fait. Donc, c'est sur ça, moi, je peux te soutenir. Donc, on va dire que c'est dans la famille. De la famille, j'ai accepté. Bon, je continue ce métier. Bon, c'est cette chance qui m'a fait choisir ce travail. Ce travail-là. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à faire. Alhamdulillah, ça m'a apporté beaucoup de sens, beaucoup d'avantages. D'accord. Bon, c'est sur ce sujet, aujourd'hui, bon, les familles, c'est avec ça que je dépense. Vraiment, ça sort un peu. Je ne dis pas que vraiment je suis riche, je ne suis pas riche, mais vraiment, toutes mes affaires, je n'en occupe moi-même à mon personnel. Moi, par exemple, je veux me lancer peut-être dans l'avenir dans ce commerce-là. Combien il me faut concrètement pour commencer le commerce?
Oui, pour commencer aussi, c'est pas... Ça dit, tu peux commencer à partir de 50 000. À partir de 50 000. À partir de 50 000, ça peut te porter des millions. Au Sénégal, 3 nouveaux accords ont été signés entre le gouvernement et des partenaires au développement pour le financement d'un programme du secteur agricole. Pour le premier accord conclu avec le Fonds international de développement agricole, il s'agira de faciliter l'insertion de plus de 150 000 jeunes dans les projets liés à l'agriculture et à l'élevage. Les 2 autres accords ont été signés avec l'Agence française de développement et l'ambassade d'Espagne pour la construction d'une usine hydraulique à Keur-Momar-Sarr dans le nord-ouest du pays et la mise en place d'un programme de coopération s'étendant sur la période de 2019 à 2023. Montant global de ces investissements, 300 millions de dollars. Toujours au chapitre de l'exploitation du potentiel énergétique sur le continent, 2 nouvelles centrales solaires devraient bientôt être construites par l'opérateur saoudien Asewa Power dans les régions de Somalie et Afar en Éthiopie. Ces infrastructures prévues dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque mondiale visent à accélérer le processus de construction des centrales solaires dans ce pays d'Afrique de l'Est, à fort potentiel énergétique. Ces 2 centrales devraient fournir 250 MW d'électricité sur une ambition globale de 750 MW que visent les autorités d'Addis Abeba. Les perspectives de croissance s'annoncent positives pour l'économie béninoise. Selon les prévisions du gouvernement, les chiffres de la croissance devraient passer de 6% en 2018 à 9,2% en 2022. Une embellie confirmée par la Banque mondiale qui s'explique notamment par une hausse des investissements publics. C'est un reportage d'Africa 24. Le Bénin enregistre une croissance économique soutenue de 6% depuis 2018, tirée par des investissements publics en hausse. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022, le gouvernement béninois table sur un taux de croissance de 8% en 2020 et de 9,2% à l'horizon 2022. Si même le Bénin atteint la croissance, on ne va pas faire une croissance au détriment de l'homme qui a faim. Après tout, la croissance c'est pour booster le développement. Le développement c'est aussi la santé et c'est aussi l'éducation. Donc moi, quand on parle de croissance, il faut faire voir quels sont les paramètres de cette croissance. Le Fonds monétaire international, pour sa part, prévoit une croissance économique de 6,3% en 2019 et de 6,7% en 2020 pour le Bénin. Cette performance serait imputable non seulement à des évolutions des cours des matières premières et de change, mais également à une mise en œuvre rapide, mieux que prévu, des réformes économiques. D'abord, le premier défi, c'est le défi de la paix sociale, politique et autres environnementale. Le régionalisme, la politique de 2 poids 2 mesures, justice bancale, tout ça c'est des bombes à retardement. Le Bénin n'est pas en guerre, mais le Bénin n'est pas en paix non plus. Les perspectives de croissance économique du Bénin sont encourageantes certes, mais elles restent vulnérables aux chocs extérieurs, en particulier les pluies, les prix mondiaux du coton et du pétrole et l'évolution de la situation économique du Nigeria. Lancement à Abidjan en Côte d'Ivoire des travaux de construction du pont de l'Indénié. L'événement a fait d'une cérémonie officielle ce lundi 16 septembre qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Cette infrastructure contribuera à désengorger un plus de la circulation dans la mégapole ivoirienne. Les détails avec nos confrères de la RTI. Au carrefour de l'Indénié sera construit un canal en béton à ciel ouvert de 49 mètres de largeur et d'environ 200 mètres de longueur. La construction de 2 ouvrages nord et sud de l'Indénié d'une longueur de 55 mètres chacun et d'une largeur de 12 mètres chacun est envisagée afin de permettre de franchir le canal de la baie de Cocody. Le pont autoroutier existant sera élargi sur une longueur de 64 mètres et une largeur de 6,5 mètres. Un pont, celui de Fraternité Matin, sera également construit. Il permettra de relier Adjamé, Fraternité Matin, au plateau en enjambant le carrefour Reboul.
De nouvelles voies bitumées d'une longueur totale de 4160 mètres seront créées au carrefour Reboul. Un viaduc de 154 mètres de long et 17,5 mètres de largeur sera construit. 13 nouvelles voies latérales d'une longueur totale de 2440 mètres de largeur variant entre 7 mètres et 215 mètres seront créées. 4 giratoires d'une longueur totale de 820 mètres, 4 ponts d'une longueur totale de 219 mètres sortiront de terre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé la suppression de près de 5 823 comptes bancaires appartenant à des fonctionnaires fictifs. Cette mesure intervient suite à un contrôle budgétaire élaboré dans le cadre d'un plan général d'assainissement des finances publiques. On répare avec nos confrères d'Africa 24. En République démocratique du Congo, 5 823 comptes bancaires fictifs ont été bloqués par l'État suite à une opération de contrôle budgétaire. Sur ces comptes étaient versés des salaires qui n'ont pas été retirés pendant plusieurs mois. L'éradication de cette fraude de détournement d'argent public devra permettre d'économiser plus de 6 millions de dollars par an selon les autorités congolaises. La République démocratique du Congo perd chaque année 15 milliards de dollars du fait de la corruption. Et ces 15 milliards sont le fait des acteurs politiques qui sont engagés dans plusieurs réseaux mafieux de détournement de fonds publics. Mais malheureusement, en son temps, la lutte contre la corruption ne faisait pas partie du programme du gouvernement Kabila. Du coup, tous ceux qui étaient accusés d'avoir détourné le fonds n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Depuis plusieurs semaines, une affaire dite de 15 millions de dollars, présumée disparue des comptes du Trésor, défraie la chronique en RDC et éclabousse la présidence congolaise. L'Agence nationale des renseignements, en effet, avait demandé un audit de tout l'argent dépensés par les différents ministères depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. Il y a là une attente très grande de la part de toute la société congolaise sur la lutte contre la corruption qui apparaît comme étant un axe majeur du programme de gouvernance du président Félix Tshisekedi. En 2015, au moins 11,7 millions de dollars ont été détournés en un trimestre dans la seule ville de Kinshasa et dans 3 secteurs de la fonction publique. Près de 2 milliards de dollars d'économies ont été réalisés par le pays grâce à des opérations de contrôle budgétaire. La pression ne faiblit pas chez les travailleurs de la compagnie aérienne française Aigle Azur. Ce lundi encore, ils étaient nombreux devant le tribunal de commerce de Paris pour attendre avec tout de même une grosse anxiété le verdict des instances judiciaires sur le sort à réserver à leur entreprise en faillite. Ambiance sur place avec la rédaction de France 24. Anxieux, le visage fermé, les salariés d'Aigle Azur se sont retrouvés ce matin devant le tribunal de commerce qui tient leur sort entre ses mains. On aurait dû venir avec des roses achetées sur la tombe. Oui. Lourdement endetté, Aigle Azur, la deuxième compagnie française, va certainement disparaître aujourd'hui. C'est une journée lourde en émotions et de sens pour tous nos collègues. Nous sommes tous là dans l'attente. On a une petite idée sur ce qui va se dérouler. Ça semble être une liquidation et puis peut-être avec des offres à l'issue. 13 candidats ont déposé une offre de reprise auprès du tribunal. Aucune ne reprend l'intégralité de la compagnie, mais 5 sont jugées sérieuses. Parmi elles, un ticket entre Air France et Air Caraïbes. On a des offres avec Air France qui ont été complémentaires structurellement depuis le début parce que nous nous intéressons pas aux mêmes choses. Nous sommes intéressés par la partie long courrier, eux sont plutôt intéressés par la partie moyen courrier. Ce qu'on offre surtout, c'est la possibilité de réemploi d'environ un peu plus de 80% des personnels, pas forcément avec leur statut. Parallèlement, on parle d'un groupe étranger qui serait EasyJet ou Vueling, sauf que les dettes d'Aigle Azur sont bien plus importantes qu'annoncées, près de 150 millions d'euros. Le géant de l'Internet, Google, va verser jusqu'à 1 milliard d'euros de fisc français au titre de dédommagement pour des fraudes fiscales estimées à 190 millions d'euros. Ce montant sera versé dans le cadre d'un accord à l'amiable conclu avec la justice française pour éviter l'ouverture d'une autre procédure en Hexagone. Les précisions avec nos confrères d'Euronews.
C'est un accord que Bercy qualifie d'historique. Ce jeudi, Google a accepté de verser près d'1 milliard d'euros à l'État français. Un accord passé via une procédure légale qui permet à l'entreprise d'éviter un procès en France. Il y a 4 ans, le parquet national financier avait engagé une poursuite pour fraude fiscale aggravée. Il reprochait à Google de ne pas avoir payé près de 190 millions d'euros d'impôts dus au fisc français. La multinationale américaine avait déjà passé des accords similaires au Royaume-Uni et en Italie. Pour mettre un terme aux pratiques fiscales des géants du numérique, la France avait tenté d'instaurer une taxe européenne en début d'année. Un processus bloqué par l'Irlande, la Suède, la Finlande et le Danemark. Paris a finalement voté cet été sa propre taxe numérique. Direction le marché d'Adjamé à Abidjan, à la rencontre des vendeurs de médicaments traditionnels. Ces produits sont toujours en vogue sur le marché, malgré la réputation qu'on leur attribue de produits non conformes. Mais les Ivoiriens en demeurent de grands consommateurs. Reportage. Véritables concurrents des structures hospitalières modernes, les vendeurs de médicaments traditionnels restent des acteurs privilégiés dans le traitement des pathologies les plus fréquentes en Afrique. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux dans les marchés notamment, ou même quelquefois dans des quartiers, à s'adonner à la commercialisation de médicaments traditionnels dont ils font les prescriptions sur la base de connaissances qu'ils prétendent avoir acquis dans les milieux traditionnels auprès des dévanciers en âge dans la famille. Dans le marché d'Abobo que nous avons visité, certains y sont installés depuis des années. Bien sûr, ils doivent leur maintien sur les lieux au succès que rencontre leur activité qui leur assure une subsistance édifiante en dépit des réticences évoquées quant à la fiabilité des soins qu'ils apportent. Ça fait quelque chose de 30 ans que nous sommes dedans, dans le médicament indigène. Maintenant, bon, en tout cas, les trucs qu'on donne, on nous envoie des bons résultats. Voilà, on nous envoie des bons résultats. Bon, ça dépend. Souvent, on trouve beaucoup. Souvent aussi, on ne trouve pas parce que c'est gagné-perdu. Pour bon nombre de ces spécialistes controversés, les produits qu'ils offrent aux populations présentent fondamentalement l'avantage de ne causer aucun effet secondaire. Contrairement aux traitements issus des laboratoires pharmaceutiques qui occasionnent un peu trop souvent des dommages proactifs sur la santé des individus. Les gens des clients qui viennent là, il y a toutes sortes de maladies. Alors qu'ils viennent, ils ont dit, j'ai parlé, j'ai fièvre typhoïde, j'ai tension, j'ai diabète. Les femmes qui viennent, elles douloureuses, coco, tout ça là. Cependant, les populations de façon générale n'en démordent pas. Ceci du fait du caractère abordable de ces médicaments dont les coûts sont de très loin plus bas que ceux des pharmacies. Bon, ça dépend souvent 30, souvent 15, souvent 20, souvent 25 000, ça dépend. Bon, souvent aussi, on peut avoir au moins 10 000, ou bien souvent 8 000. C'est pour ça que je dis c'est gagné-perdu là. Voilà. Il faut tout de même établir une nette distinction entre ces spécialistes en médecine traditionnelle et les naturothérapeutes qui, quoiqu'évoluant dans la même sphère scientifique, utilisent des procédés véritablement différents dans l'abordage des problèmes de santé. Le baccalauréat, ce diplôme considéré comme l'un des plus importants du cursus scolaire, est encore le sujet de notre micro-trottoir ce mardi. À la question « Qu'est-ce que le bac ?» Voici les réponses qu'ont recueillies nos reporters dans les rues d'Abidjan. Le bac, c'est un diplôme qui te permet de travailler demain. Et le bac, c'est un diplôme qui permet à tout chacun de l'élève d'avoir un emploi demain. Oui. Bon, selon moi, c'est l'examen, je pense bien pour les élèves de terminale, pour aller en classe supérieure. Ça sert à quoi? Bon, c'est pas un diplôme simple, bon, ça peut travailler avec, je pense. Le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Quand tu as le bac, ça te permet de rentrer dans le monde des affaires. Voilà. Bac là, c'est une vie que quand ta mère t'a mis au monde là, et t'a mis à l'école. Si tu as eu ton diplôme, c'est pour l'aider demain et toi, tu dois t'aider et tu vas faire ta vie. Bac, c'est pas un diplôme, c'est beaucoup de diplômes. Quand tu as eu ton bac, c'est quelque chose que tu as
beaucoup d'esprit. Tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas aider les gens. Parce que c'est un esprit. Tes bac, c'est pas pour toi seul. C'est pas pour toi seul, c'est beaucoup de choses que tu vas faire dans ta vie. Tu vas aider beaucoup de personnes. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le bac? Le mot bac est l'abréviation de baccalauréat, un examen que passent les élèves à la fin de la classe de terminale. C'est un examen qui permet d'obtenir un diplôme. Et à quoi ça sert de passer le bac? En France, depuis le 19e siècle, le bac marque la fin des années collège et lycée. Il permet d'ouvrir les portes des études supérieures pour préparer sa future vie professionnelle. Aujourd'hui, il existe 3 sortes de bac. Il y a le bac général, qui débouche sur des études longues, par exemple à l'université. Mais aussi le bac technologique, après lequel on fait plutôt des études courtes. Enfin, en passant un bac professionnel, on peut apprendre directement un métier. Pour avoir le bac, il faut obtenir une moyenne de 10 sur 20. Une note de 12 ou plus donne droit à une mention. Assez bien, bien ou très bien. Si on échoue de peu, on a une deuxième chance avec une épreuve de rattrapage à l'oral, face à un prof qui pose des questions. Du temps de tes grands-parents, c'était plus rare d'avoir le bac. Mais aujourd'hui, le taux de réussite est très fort, plus de 85%. Certains trouvent même que le bac est devenu trop facile, mais c'est sûr, il reste une étape importante. Maintenant, si tu croises un lycéen tout stressé au mois de juin, tu sauras pourquoi. En voici une activité parmi les plus prometteuses en termes d'investissement, la vente du riz local. C'est ce mets que l'on ne trouve pas très souvent dans les assiettes des Ivoiriens et qui pourtant constitue une alternative de choix dans la réduction des coûts d'importation du riz. Comment les commerçants qui ont choisi de s'y lancer réussissent-ils à rentabiliser leur activité? Analyse dans notre dossier entrepreneuriat. Avec un niveau d'importation de 1 342 027 tonnes de riz blanchi pour l'année 2017, selon les statistiques relevées par l'Office national de développement de la riziculture. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des États africains, reste largement dépendant des apports extérieurs pour combler son déficit en matière de production de riz et les besoins alimentaires de sa population. En dépit d'une hausse significative des niveaux de production qui s'établissaient à près de 700 000 tonnes en 2008, l'absence de la politique de protectionniste sur le marché local étouffe les perspectives de développement de la filière qui souffre notamment de la concurrence acharnée imposée par les riz en provenance des pays d'Asie. Cependant, le riz local, comme on l'appelle ainsi, connaît un succès relatif sur le marché de vivrier de la capitale économique ivoirienne. Une partie de la population le préférant son goût original et naturel aux produits rizicoles importés de l'extérieur qui représentent pour beaucoup un danger de santé publique en raison des modifications chimiques apportées pour en accroître l'attractivité. C'est là-bas que j'avais cherché. Il peut avoir une tonne. Cette réputation de qualité supérieure est dans le commerce du riz local, s'est fortement développé, ouvrant ainsi une brèche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour de nombreux artisans, certes, la présence de riz importé crée un environnement hautement concurrentiel, mais le riz local a encore du mal à s'imposer du fait de son coût généralement plus élevé, acheminé depuis les sphères de production en Asie. En bouche là-bas, c'est 1 kilo à 15 000. Dans un pays où le taux de pauvreté côtoie les 47% de la population et où l'insécurité alimentaire demeure un enjeu de taille pour tous les systèmes gouvernements, la tendance est à une priorisation des denrées alimentaires les moins coûteuses pour soutenir les efforts quotidiens de survie. Une situation qui ne contribue qu'à desservir les programmes de développement de la filière locale, déjà broyée par la submersion de riz importé. Bon, souvent, c'est dur. Souvent, c'est moins cher. Bon, aller là, niveau riz est sorti, c'est un peu moins cher en tout cas, aller là. Nous, on prend le kilo en brousse 350.
Nous, on vient revendre à Abidjan ici, 500. Pour les commerçants, l'impact peut être parfois difficile à maîtriser. D'autant plus que la population reste souvent mal informée des bienfaits que peut susciter la consommation de riz local sur le plan nutritionnel. Bon, souvent on prend 3 tonnes, 2 tonnes. Quand il n'y a pas riz là, on prend. Quand il n'y a pas riz, qu'on gagne 1 tonne, on prend. L'éclosion d'une filière risicole plus inclusive au bénéfice des entrepreneurs locaux dépend certainement d'un appui renforcé des pouvoirs politiques pour financer les initiatives de création de champs agricoles et soutenir les circuits de distribution. À présent, regardons les taux de conversion du franc CFA. J'ai été ravie de vous présenter ce journal. Merci encore de votre fidélité à 2EF TV. Au revoir et à bientôt pour un autre journal.